doit considérer que le gouvernement Temer et maintenant l'élection de Jair Bolsonaro représente plus que la fin de 13 ans de gouvernement du PT. Ça représente la fin d'un grand cycle de l'histoire récente du Brésil, plus précisément le cycle qui a commencé avec la Constitution de 1988. A été marqué pour deux choses principales. Un compromis de l'État et de la société brésilienne avec l'expansion des droits, la construction d'un État social brésilien, on pourrait dire, et d'autre part pour la consolidation des institutions démocratiques en remplaçant les institutions créées dans la période dictatoriale qui a duré 20 ans, de 1964 à 1984. Les deux périodes présidentielles sont marquées par une menace d'un retrait des droits et d'une désorganisation des institutions démocratiques. Je voudrais parler de façon très vite sur les deux principaux cycles de l'histoire récente du Brésil, avec l'objectif d'introduire spécifiquement le cycle de la Constitution de 1988, en parlant de ses fondements, de ses contradictions et de ses résultats. Parce que ce sont exactement la crise de ces fondements, l'évolution de ces contradictions et l'ambiguïté de ces résultats, c'est ça qui explique les raisons de la crise contemporaine et le phénomène Bolsonaro. Et enfin, parler de la situation du Brésil rural aujourd'hui. Il faut considérer qu'au cours du dernier siècle, jusqu'à aujourd'hui, le Brésil a passé pour deux grands moments en son histoire. Non? Il y a un premier cycle qui commence en 1930 et qui va durer jusqu'à exactement la Constitution de 1988, ce qu'on pourrait appeler la révolution capitaliste brésilienne. Jusqu'à les années 30 du dernier siècle, on était un pays agricole. Et en 1930 commence un effort de l'État et de la société brésilienne pour l'industrialisation du pays, pour l'intégration nationale, pour la constitution d'une classe ouvrière, pour la constitution d'une vraie économie nationale plus moderne. Et ça est traduit dans un effort d'industrialisation du pays qui a duré 60 ans. Et qu'on peut le diviser en deux moments spécifiques. Un premier moment basé sur un pacte populaire national qui va durer de 1930 jusqu'à 1964, quand se passe les coupes d'État de militaires au Brésil, et commence la période de la dictature militaire. Dans les années 80, on a conséquence au Brésil de la crise internationale qui a commencé dans les années 70. Et le résultat pour le Brésil, c'est une difficulté de continuer avec le financement de cet effort de modernisation et d'industrialisation. La crise économique ouvre la possibilité d'une contestation sociale qui commence au fond des années 70, qui vont vivre un pic dans les années 80. Et finalement, on a en 1985 la fin du régime dictatorial au Brésil, avec l'élection de Tancredo Neves et José Sarney, et finalement en 1988 avec la nouvelle constitution, et en 1989 avec la première élection directe à la présidence de la République. Commence à ce moment-là le deuxième cycle, le cycle qui va durer jusqu'à 2015. Donc c'est un cycle qui commence avec la constitution de 1988. La Constitution est très importante parce que c'est l'institutionnalisation d'un compromis social autour de l'idée de l'expansion des droits et la construction de la citoyenneté au Brésil. Mais le pacte qui a été construit à ce moment-là n'a été pas efficient pour faire une réponse à la crise économique. Et donc, on va expérimenter deux périodes dans ce grand cycle de la Constitution de 1988. Le premier cycle, c'est le cycle de gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, qui va durer de 1994 jusqu'à 2002,
C'est une période d'une actuation de l'État très marquée pour la libéralisation de l'économie. Le résultat sont le contrôle de l'inflation, une certaine reprise de la croissance, mais aussi une crise fiscale très, très forte et surtout une ambiguïté dans les résultats de l'agenda social. Exactement comme conséquence de ces ambiguïtés, on commence en dernier moment à 2003 avec l'élection de Lula et la dernière étape va durer jusqu'à 2015 avec un effort pour retrouver une actuation plus forte de l'État en appuyant le secteur productif, le secteur industriel et aussi le secteur agricole, mais aussi avec une préoccupation avec la lutte contre la pauvreté, la faim et tous les sujets sociaux. Le cycle de la Constitution de 88 est appuyé sur certaines bases, l'expansion des droits et de la citoyenneté, ça qu'on pourrait appeler l'État social brésilien. On a construit dès 88 l'organisation des systèmes nationaux publics au Brésil d'éducation, de santé, de protection sociale avec un régime de pension universel. Enfin, une deuxième base importante dans le cycle de la dernière constitution est la construction d'un conjoint de freins et de contrepoids entre les pouvoirs de la République qui ont été responsables pour la construction d'un système de pouvoir vraiment décentralisé qui a garanti la stabilité politique au cours des dernières 30, 40 ans. Le dernier élément, c'est la construction d'un régime fédéral appuyé sur la décentralisation et la solidarité entre les niveaux des gouvernements, en grande mesure parce qu'il est appuyé sur un régime de distribution des compétences de responsabilité par rapport à l'approvisionnement de services publics et pour un régime fiscal très interdépendant entre les différents niveaux de gouvernement fédéral. Certaines contradictions, je mentionne trois ici. D'abord, on a commencé un cycle d'expansion des droits, mais dans un contexte de crise de financement de l'État. C'est une contradiction importante parce que l'État a promis à la société l'expansion des droits, mais au même moment, l'État n'avait pas la condition financière pour payer l'expansion des droits à la société brésilienne. C'est une première contradiction importante qui va laisser des conséquences pour les décennies postérieures. Deuxième contradiction, on a essayé une modernisation de la base productive nationale, mais dans un contexte de mondialisation et d'affaiblissement de l'autonomie des États nationaux. C'est le moment de la mondialisation, de la globalisation, et on a essayé de moderniser l'économie brésilienne à ce moment-là. Et troisième, on a organisé une polarisation du système politique brésilien entre deux partis. Un parti socialiste, qui devient social-démocrate, le Parti des travailleurs, et un parti à l'origine social-démocrate qui devient social-libéral, qui c'est le parti de la social-démocratie brésilienne, le parti de Cardoso. Le résultat de ce cycle. Ces trois maps nous montrent l'évolution positive des indicateurs de développement humain au cours des 25 dernières années. En rouge, non? Le premier map avec les indicateurs de développement humain dans les municipalités brésiliennes à 1991. Les deuxièmes, vous pouvez voir une certaine évolution, mais une évolution timide des indicateurs. La grande partie du pays continue avec des indicateurs de développement humain vraiment bas. Et on a expérimenté une évolution beaucoup plus positive au dernier map ici, quand pratiquement toutes les municipalités au Brésil ont expérimenté un améliorement de la situation, de la condition. Mais comment il existe même aujourd'hui une différence très frappante entre le Brésil du Sud et le Brésil du Nord. Non? On continue avec le problème des inégalités régionales très clair. Une autre question importante, c'est que la réduction de la pauvreté a été plus forte que la réduction des inégalités.
Le map rouge nous montre la réduction de la pauvreté. En rouge, ce sont les municipalités où, dans les années 2000, la réduction a été supérieure à 25% dans la pauvreté. Réduire la pauvreté en 25%, c'est vraiment difficile. Et on a réussi de le faire pratiquement tous les pays dans la dernière décennie. Mais l'autre map nous montre la réduction des inégalités a été plus forte exactement au Brésil du Sud, le Brésil plus riche, qu'au Brésil du Nord, le Brésil où est concentrée l'agriculture familiale plus pauvre, où est concentrée la pauvreté en général au Brésil. Depuis 2012, pourtant 3 ans avant la fin du gouvernement de PT, on expérimentait déjà certains signes d'épuisement de bons indicateurs dans les années de gouvernement de Cardoso et de Lula. Vous avez ici l'évolution de la croissance économique de produits nationaux dès les années 90 jusqu'à la dernière année. Entre 2000 et 2010, la croissance de l'économie plus ou moins à 4% chaque année. Mais après 2014, on vit une crise très très forte dans l'économie brésilienne avec 2 ans d'une économie récessive et aujourd'hui une situation de stabilité. L'autre information, c'est le cresciment du chômage. On passe un taux de chômage autour de 5% dans les années 2000 par une situation de 13, aujourd'hui 15% le pourcentage de chômage au Brésil. Et finalement ici, vous pouvez voir que dès les années 90, on a expérimenté une réduction de la pauvreté plus forte dans les années 2000, mais après 2014, on retourne de la croissance de la pauvreté au Brésil. En 3 ans, on a perdu 10 ans d'évolution des indicateurs de pauvreté. Une autre information importante, je crois que c'est le processus de désindustrialisation qui passe le pays. Ça nous aide à comprendre la dépendance croissante que l'économie brésilienne va expérimenter par rapport à le secteur de production agricole. Dans cette figure, vous pouvez voir que dès les années 40-50 du dernier siècle, le Brésil a réussi une croissance de la participation industrielle au produit national, mais dès les années 80, quand on expérimente la crise économique, la participation industrielle est déclinante et aujourd'hui, 2016, on a la même participation qu'on avait dans les années 40 du dernier siècle. Au moins partiellement, ça s'explique pour le niveau très bas d'investissement en recherche et développement qui est aujourd'hui de moins que 2% de le budget national. En termes territoriaux, les 3 maps nous montrent que dans la première map, c'est la concentration de la production, de la participation de l'agriculture à l'économie locale des municipalités au Brésil central, où nous avons aujourd'hui la production plus moderne. Ici, sur le map, avec la concentration de l'activité industrielle, placée surtout au Brésil méridional et dans certaines cités ou villes isolées. Et finalement, la concentration, la participation du secteur de services et surtout la dépendance du secteur de services dans cette partie du Brésil qui est la partie où est concentrée la population plus pauvre. 3 situations. Non? La situation du Brésil central, une dépendance presque exclusive de la production agricole. Il n'y a pas presque participation du secteur industriel ou du secteur de services au Brésil central. Une économie au sud du Brésil plus diversifiée, avec une participation agricole importante, mais aussi avec une participation industrielle et un secteur de services, ici à São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Et une troisième situation qui est exactement la situation du Brésil du Nord, où nous avons une économie de services pratiquement sans
activité de transformation et avec une économie agricole très, très faible. Ça nous aide à expliquer pourquoi cette région, surtout l'Amazonie, cette partie de l'Amazonie brésilienne, est vulnérable à l'expansion des activités agricoles. Non, les gens vont dire, bon, on n'a pas une économie, et donc, quand arrive la possibilité d'investissement privé dans l'agriculture, pour les gens qui vivent dans cette région, quelquefois, il y a un certain espoir que ça pourrait changer la situation. Mais l'idée ici est de montrer l'importance décisive de la politique sociale brésilienne, surtout dans les régions rurales. Ici, les chiffres de la politique sociale brésilienne, des systèmes de pension, des systèmes de transferts à des familles pauvres, et ici, ce qu'on pourrait appeler des politiques productives, plus ou moins. Donc 10% des investissements productifs, 90% des politiques sociales. Ce qui représente, pour la situation de la pauvreté au Brésil et pour l'économie de beaucoup de régions au Brésil, un changement dans le contrat social brésilien aujourd'hui. Probablement, on va expérimenter une situation dramatique. Probablement, on va pas voir une évolution comme on a vu entre 2000 et 2010, maintenant en comparant 2010 et 2020. La raison de la crise est le phénomène Bolsonaro, parce qu'il est impossible d'expliquer l'élection de Bolsonaro pour le personnage lui-même. Il faut l'expliquer, à mon avis, pour trois raisons. Première raison, c'est la crise internationale de 2007-2008 qui a fonctionné comme un facteur de déstabilisation du contrat social brésilien, commencé avec la Constitution de 1988 et opéré pour le gouvernement Cardoso et Lula. Il faut considérer qu'au début des années Lula, tout le monde au Brésil a gagné. C'est une situation complètement extraordinaire, non? La classe moyenne gagne, mais elle gagne moins que les autres classes. La population la plus pauvre va gagner beaucoup parce que nous avons pour la première fois un ensemble de politiques sociales vraiment fort. Donc la sensation de la classe moyenne est qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont perdu un peu de la distinction sociale que la classe moyenne au Brésil toujours a expérimenté. La crise financière de 2007-2008 va mettre en fin au cycle de la hausse extraordinaire du prix des commodities au marché international. Et avec cette situation, le Brésil a expérimenté un problème de financement. Comment l'État brésilien a essayé de répondre à la situation avec une réduction plus accélérée, forcée des taux d'intérêt et avec un ensemble de politiques anticycliques pour maintenir les taux de croissance de l'économie à ce moment-là. Mais la réduction accélérée des taux d'intérêt a créé la fin de l'illusion d'un modèle dans lequel aucun groupe social ne perd pas. Il commence à ce moment-là l'implosion de la coalition hyper large de Lula. Donc tous les secteurs que vous pouvez imaginer étaient représentés au gouvernement Lula. Ça commence à terminer exactement en 2007-2008. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement est obligé à dire, bon, on n'est pas plus dans la situation où nous avons la condition de financer les intérêts de tous les groupes et qui va perdre d'abord ceux des secteurs financiers. Et les secteurs financiers abandonnent l'appui à le gouvernement et après la classe moyenne et après l'élite financière, l'élite industrielle et enfin le dernier secteur a retiré son support au gouvernement et l'élite du secteur agroalimentaire. Deuxième raison, une crise éthique qui a conduit à l'implosion du centre politique et à faillite des institutions démocratiques au Brésil. On a toujours des cas de corruption au Brésil, mais dans les années 2000, la répercussion publique des situations de corruption ont gagné une expression vraiment frappante. Ça est le résultat de deux choses. D'abord,
la érosion de la légitimité de deux principaux partis du système politique après 30 ans de pouvoir, non? Le PT et le PSDB. C'est comme si le problème de la crise économique n'était pas un problème économique et politique, mais principalement un problème moral, un problème éthique de las élites politiques. Les médias vont soutenir la rupture institutionnelle qui se passe en 2015 avec l'interruption du gouvernement de Dilma Rousseff. Le pouvoir judiciaire commence à expérimenter une nation politique très forte. Quand commencent les accusations contre Lula, un de promoteurs publics, il a dit « Nous n'avons pas aucune preuve, mais nous avons des convictions de qu'ils sont coupables. » Ils ont dit le président Lula est condamné pour un acte indéterminé pratiqué dans l'exercice de la présidence de la République. Donc, on est en pouvoir judiciaire avec une action politique très, très claire. Et pour compléter le cadre, on a une fragmentation de partis politiques au Congrès national. De notre côté, nous avons une réorganisation de la logique de représentation, pas plus basée sur des partis politiques, mais sur des représentations sectorielles, naturellement conservatrices. Ce qu'on appelle au Brésil la représentation des 3 B, le bœuf, la balle et la Bible. Un autre mot, c'est la représentation du secteur de production agricole, la représentation du secteur de l'industrie militaire et la représentation religieuse au Congrès national. Les 3 secteurs, ils ont plus ou moins 50%